Humanitaire également saisie par les Français, les Qataris. Les deux pays ont conclu une déclaration d'intention en matière de coopération humanitaire, notamment à Gaza, annonce faite à l'occasion de la visite de l'émir Tamim à Paris, qui se poursuit ce mardi. Bonjour Sébastien Boussois. Bonjour. Merci de répondre à ces questions. Vous êtes chercheur enseignant en relations internationales. Votre dernier livre, La guerre sainte de Poutine, est sorti l'an dernier, mais avant cela, on vous doit d'autres ouvrages, notamment sur le Moyen-Orient et les pays du Golfe. Une déclaration d'intention en matière de coopération humanitaire sur Gaza. Est-ce qu'on aurait pu attendre davantage sur cette visite de l'émir du Qatar à Paris? Bon, on voit bien au niveau de l'agenda que c'était ce qui était essentiellement mis en avant depuis le début. Essayer de trouver non pas une solution, mais en tout cas aller dans la continuité des discussions qu'il y avait eu vendredi, qu'il y avait eu encore avant entre les Israéliens, les Qataris et les Américains. L'objectif évidemment est d'essayer de trouver une solution le plus rapidement possible au-delà du cessez-le-feu, mais l'urgence elle est évidemment à l'humanitaire. Je crois que c'est déjà plutôt pas mal d'arriver à annoncer une action conjointe dans ce sens-là, tant on voit que c'est extrêmement compliqué d'arriver à faire parvenir quoi que ce soit à Gaza. Donc je pense que ça, c'est déjà un point qui est évidemment important, qui n'est pas l'absolu dans ce qu'on voudrait, c'est-à-dire une paix, un État palestinien ou autre, mais en tout cas déjà la priorité, elle va à l'humanitaire, et là les deux pays ont plutôt évidemment visé juste. Mais le président Biden a annoncé en début de semaine un projet de cessez-le-feu qui aurait été confirmé par les Israéliens pendant toute la durée du Ramadan. On peut encore s'accrocher à cet espoir? Ça fait des semaines qu'on imagine le meilleur, et ça fait des semaines qu'on fait face au pire. Enfin, en tout cas, les Palestiniens de Gaza. On voit bien aujourd'hui que personne n'est capable de dire clairement et concrètement quand est-ce que la pluie va tomber. On est dans une situation, ou le soleil revenir en l'occurrence, on est dans une situation où aucune des parties n'arrive à véritablement formaliser, malgré l'action des Qataris, des Américains, et malgré l'accord des Israéliens dans les négociations sur les demandes du Hamas. On voit bien qu'à chaque fois, Benjamin Netanyahou, la dernière fois, a eu le dernier mot. Il a balayé les propositions qui auraient dû amener à un cessez-le-feu et à une cessation provisoire des bombardements. Sur la bande de Gaza, la France a intérêt à être aux côtés des Qataris, notamment pour la libération des otages. On rappelle qu'il y a encore 3 Français qui sont retenus dans la bande de Gaza. La France essaye d'être quelque part. On voit bien à quel point l'Europe aujourd'hui ne pèse absolument pas dans un certain nombre de zones de conflit, et en particulier au Moyen-Orient. Mais qui pèse aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est sur un retour, en tout cas d'un point de vue des relations internationales et géopolitiques, que ça soit sur le Caucase Sud, que ça soit sur la question de l'Ukraine ou que ça soit sur le conflit israélo-palestinien. On voit bien que ce sont les puissances régionales. En réalité, le retour de ces puissances régionales face à un multilatéralisme qui s'effondre, face à des Nations Unies qui ont disparu de la circulation, ce sont les pays voisins qui le plus souvent essayent de parvenir à une négociation, voire à un accord de paix en dernier ressort. Mais on voit bien que c'est l'Égypte et les Qataris qui tiennent je dirais, la couverture de leur côté pour essayer d'arriver à quelque chose. La France, évidemment, elle ne peut que se mettre du côté du Qatar pour la libération des 3 otages, mais elle ne pèse évidemment pas grand-chose, si ce n'est qu'on accueille à Paris, symboliquement et historiquement parlant, des négociations diplomatiques, on va dire. Emmanuel Macron a insisté aussi sur la solution politique, solution à 2 États. Est-ce que, malgré tout, malgré la guerre, malgré les attaques du Hamas, cette solution politique est encore d'actualité ? Personnellement, je n'y crois pas, mais je n'y crois pas depuis très longtemps en réalité. Je ne vois pas comment, dans la foulée du 7 octobre, et certains le disent d'ailleurs, est-ce que la récompense pour les Palestiniens qui sont membres du Hamas, c'est de parvenir à l'État palestinien? C'est évidemment une question qui se pose, mais on voit bien que la priorité, elle est d'abord à essayer de sauver le maximum de Gazaouis qui sont encore vivants, de parvenir à un cessez-le-feu, de libérer encore les 140 otages israéliens, un maximum de vivants évidemment si possible. Et finalement, à chaque fois, on brandit cette question de l'État palestinien. D'un point de vue pratique, on voit bien à quel point ça va être extrêmement compliqué, ne serait-ce que pour évacuer les 400-450 000 colons des territoires palestiniens. Mais de toute façon, on voit bien que Benjamin Netanyahou et sa coalition au pouvoir actuellement n'en veulent pas. Et c'est bien ça toute la difficulté. On peut tirer des plans sur la comète, on peut faire agir la communauté internationale pour fantasmer sur un État palestinien. Il devrait exister depuis 1947 et malheureusement ça n'a pas été le cas. Mais je ne crois pas que c'est dans une situation de guerre et aussi tendue entre 2 sociétés qui ne sont évidemment pas prêtes à se parler, et des pouvoirs qui sont aussi en discrédit. Le gouvernement israélien Netanyahou est quand même dans une situation fragile, tout comme l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, dont on attend les élections ou le renouvellement depuis je ne sais pas combien de temps. Il n'y a aucune des 2 parties aujourd'hui qui est à mon avis suffisamment crédible et forte pour ne serait-ce qu'ouvrir à un moment ou un autre des négociations sur un enjeu aussi important. Revenons peut-être sur cette visite de l'émir du Qatar qui a par ailleurs annoncé un investissement massif en France, 10 milliards d'euros, un engagement en tout cas annoncé hier soir lors d'un dîner fastueux à l'Élysée. Ludovic de Foucault.
Un honneur fait à la France qui illustre la profondeur des liens qui unissent les deux pays. Voilà comment l'Élysée décrit cette première visite d'État d'un émir du Qatar depuis 15 ans et la première de Tamim Ben Hamad Al Thani depuis son accession au trône en 2013. Avec l'émir qatari grand argentier du Hamas et principal médiateur entre le groupe islamiste et Israël depuis les massacres du 7 octobre, le président français a renouvelé son appel à un cessez-le-feu au Proche-Orient. Je tiens, Votre Altesse, à vous redire ma reconnaissance pour votre rôle déterminant et celui de votre diplomatie conduite par Cher Mohamed pour la libération des otages et en particulier de nos otages. Nos 3 compatriotes encore retenus à Gaza sont notre priorité, mais vous avez d'ores et déjà tant fait. Entre les deux chefs d'État, le courant semble passer. Parce que je vais parler en arabe. Cher ami, la France est une lumière de liberté et d'égalité. Et je ne peux imaginer de partenaire plus fort en Europe pour faire pression, instaurer la justice concernant les 2 États, l'État de Palestine et d'Israël. Parmi les invités remarqués, Nicolas Sarkozy, grand artisan du rapprochement entre Paris et Doha pendant son mandat présidentiel. Il était placé à la table d'honneur entre Brigitte Macron et le président du PSG. Club dont l'attaquant vedette, Kylian Mbappé, qui a annoncé son intention de quitter la capitale pour rejoindre le Real Madrid la saison prochaine, était aussi invité. Outre la situation au Proche-Orient, les relations bilatérales étaient aussi au menu. Emmanuel Macron a annoncé la signature d'accords portant sur des investissements qataris à hauteur de 10 milliards d'euros dans l'économie française à l'horizon 2030. Des engagements qui pourraient être détaillés ce mercredi quand les premiers ministres des 2 pays présideront un forum économique. Voilà, pour parler de ce dîner d'hier soir, toujours Sébastien Boussois en plateau, les relations entre la France et les Qataris sont aujourd'hui au beau fixe. Ça n'a pas toujours été le cas sous Emmanuel Macron, qui avait plutôt misé sur les Saoudiens, sur les Émiratis. Là, les Qataris sont de retour, bien de retour. Je n'étais pas au dîner, mais en tout cas, sur la relation entre la France et le Qatar, on a eu effectivement, du côté des présidents, une forme de politique à géométrie variable. Nicolas Sarkozy, ça a été rappelé dans le sujet, a été effectivement l'artisan du rapprochement avec Doha. Puis ensuite, du temps de François Hollande, on était plutôt sur un rapprochement avec l'Arabie Saoudite. Et je pense qu'Emmanuel Macron, en arrivant en 2017 en pleine crise du Golfe, c'est-à-dire le Qatar complètement mis au banc de tous ses pays voisins au sein du Conseil de coopération des pays du Golfe, a cru bon à un moment de miser sur les Émirats arabes unis, puis s'est probablement rendu compte que l'évolution géopolitique du Moyen-Orient, telle que les Émirats l'avaient rêvé, était plutôt vers aussi une forme d'autoritarisme et de retour à des pouvoirs extrêmement forts et extrêmement autoritaires, et qu'il fallait peut-être un peu aussi compenser en rééquilibrant sa relation avec le Qatar, qui était sur une autre option concernant le Moyen-Orient. Donc on assiste effectivement à un renforcement des relations avec le Qatar. Évidemment que la crise, la guerre plutôt entre l'Ukraine et la Russie n'y est pas pour rien. La question du gaz, elle importe. Et puis, il y a une tradition historique depuis des années, voire des décennies, d'investissement et d'échanges bilatéraux et de coopération entre la France et le Qatar, qui passe par l'immobilier, qui passe par les clubs sportifs, qui passe par la culture, ou tout un tas d'autres domaines qui d'ailleurs concernent les fameux 10 milliards dont on a parlé au début. C'est dans ces secteurs-là que seront investis les 10 milliards ? C'est dans l'immobilier, c'est dans le tourisme, c'est dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, le sport bien évidemment, et aussi évidemment dans les équipements militaires, puisque la France est un grand pourvoyeur d'équipements militaires pour le Qatar et d'autres pays. Oui, c'est ça. C'est ce que viennent aussi chercher les Qataris. Oui, aujourd'hui, des armes. Oui, alors le Qatar manie la diplomatie, mais a aussi évidemment besoin d'armes, parce que c'est un des premiers importateurs au monde d'armes avec l'Inde, par exemple. Et la France, évidemment, elle joue un rôle majeur. Il y a une concurrence, d'ailleurs, avec l'Allemagne sur un certain nombre d'équipements, notamment des véhicules blindés, parce qu'ensuite, le Qatar met à disposition un certain nombre de ces équipements, soit sur des terrains où des pays sont fragilisés, soit tout simplement dans des opérations qui peuvent être liées aux Nations Unies, par exemple, de maintien de la paix ou autres. Donc, on est aujourd'hui, évidemment, dans la nécessité que la France se positionne, notamment face à ses concurrents européens. Je pense effectivement à l'histoire de la société Nexter, qui a des véhicules blindés que le Qatar pourrait avoir envie, mais l'Allemagne à côté a aussi évidemment de son côté d'autres véhicules qui peuvent séduire Doha. Merci beaucoup Sébastien Boussois de vos lumières sur le Qatar. La France qui a tenté de donner